À l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Sacha Emmanuel Mossu, étudiant la maîtrise en philosophie à l'Université Laval sous la direction de Patrick Turmel. Ses recherches portent sur les enjeux éthiques que pose la philanthropie dans un contexte démocratique, ainsi qu'aux justifications normatives apportées aux déductions fiscales offertes pour les dons philanthropiques. Durant l'émission, nous définissons le philanthrocapitalisme, cette façon de faire de la philanthropie qui s'inspire des méthodes managériales du capitalisme pour maximiser son rendement. Nous voyons le rôle et le fonctionnement des fondations et leur relation avec le philanthrocapitalisme. Nous abordons plusieurs critiques qui lui sont adressées. La centralisation du pouvoir, l'absence de régulation démocratique, la légitimation des torts passés et l'évasion fiscale faite à travers la philanthropie. Nous terminons en abordant les forces du philanthrocapitalisme et comment faire pour améliorer son fonctionnement. Bonne émission. Bonjour Sacha, bienvenue à Parlons éthique. Salut Kevin. À l'émission d'aujourd'hui, tu vas nous entretenir sur la place que la philanthropie, et en particulier le philanthrocapitalisme, peut avoir dans nos démocraties. Donc peut-être en commençant, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est la philanthropie et le philanthrocapitalisme? Oui, effectivement, c'est une très bonne question parce que la philanthropie, en fait, c'est quelque chose qui est très, très difficile à définir. Ça renvoie à énormément de choses. L'origine du mot en grec signifie l'amour de l'humanité, ce qui peut vouloir dire tellement de choses différentes. On peut parler d'un cadeau qu'on fait à notre ami, un don en argent, aider son prochain. Pour certaines personnes, même l'État, par exemple l'État québécois pourrait être quelque chose de philanthropique. La définition que moi j'aime adopter puis que je trouve pratique pour étudier la philanthropie dans un cadre démocratique est la suivante. Je pense qu'on doit la comprendre comme l'ensemble des transferts privés, soit en temps, en argent, en propriété matérielle ou peut-être même immatérielle, qui sont faits volontairement vers un organisme ou une cause à but non lucratif, puis qui est tourné vers l'intérêt général ou le bien commun. Une définition comme celle-là, ça permet de différencier la philanthropie d'un transfert de ressources différentes d'un impôt ou d'un simple don privé en particulier. Parce que oui, c'est un don qui est privé, mais qui est fait volontairement, mais toujours vers une œuvre ou une cause qui a un caractère, elle, public, qui est tourné vers le commun, si on veut. Oui, c'est très bien parce qu'en plus, on peut enlever ce qu'on fait les likes qu'on offre à nos amis. Je suis en train de réfléchir à quelques exemples. Est-ce que tu aurais des exemples de choses qui ne sont pas contenues dans la philanthropie pour avoir une idée là, très claire de ce que ce n'est pas aussi? Par exemple, un don politique. Mm-hmm. Un don politique n'est pas la même chose qu'un don philanthropique. On considère pas que c'est nécessairement une forme de promotion de l'intérêt général. Un don, comme je dis, à son ami, faire un don à Walmart, par exemple. Un exemple que certains philosophes prennent pour différencier d'un don, par exemple, en faisant un don à Walmart, techniquement, je garde pas l'argent, mais on peut considérer ça comme un don philanthropique parce qu'il n'y a pas une cause publique en tête, en vue derrière le don. Donc, il y a un don religieux, par exemple, qui sont souvent, eux, considérés comme des dons philanthropiques. Puis, ta spécialisation, la raison pour laquelle on trouve intéressant de t'inviter aujourd'hui, c'est le philanthrocapitalisme. Donc, tout de suite, on a affaire à un terme différent. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi à quelle sorte de philanthropie on a affaire quand on parle de philanthrocapitalisme? Ben, effectivement, il y a plusieurs sortes de philanthropie différentes. On peut penser justement, comme je viens de le dire, à la charité traditionnelle religieuse, mais aussi à d'autres courants dans le monde de la philanthropie, comme la philanthropie de masse ou la philanthropie du changement social qui vise plus, par exemple, l'empowerment direct des communautés. Le philanthrocapitaliste, c'en est une de celles-ci, puis c'est probablement la plus forte, celle qui a le plus d'influence actuellement dans le monde. Donc, c'est un courant de philanthropie qui combine essentiellement deux choses. La première, c'est l'adoption de la logique du capitalisme de risque, ce qu'on appelle souvent ça la venture philanthropy. Donc, l'idée, c'est d'intégrer aux activités philanthropiques un côté entrepreneurial, un côté gestionnaire. Donc, c'est l'idée de prendre des entrepreneurs à succès qui utilisent leurs capacités, leurs compétences, leur argent, leurs connaissances,
puis les appliquer directement aux activités philanthropiques. Dans une logique de coût-bénéfice, d'innovation, de chercher des influences, de créer des partenariats avec l'État, essayer d'être le plus efficace possible dans nos dons. Donc vraiment, l'idée derrière le philanthrocapitaliste, la première idée, c'est vraiment d'adopter des méthodes managériales où est-ce qu'il y a énormément de reddition de comptes, énormément de suivi de qu'est-ce qui est fait avec l'argent, de comment il est utilisé, puis les conséquences des dons. On se retrouve un peu vraiment dans une logique de marché. L'idée un peu des gens qui sont capables de gérer des entreprises, des grandes entreprises, ils sont capables de aussi bien gérer le monde philanthropique pour essayer de régler les problèmes du monde. Ça s'accompagne avec une tendance vers ce qu'on pourrait appeler un investissement social. C'est l'idée qu'on veut, comme je viens de le dire, qu'on va s'attaquer aux causes premières pour éviter des dépenses futures. C'est encore dans la logique de coût-bénéfice. Mais par exemple, investir directement en éducation, en santé, dans des projets plus systémiques ou englobants, si on veut. L'idée, c'est pas de penser les plaies comme on pourrait le faire avec des dons religieux, mais de s'attaquer vraiment aux causes profondes avec une approche de gestionnaire. Donc, c'est ça que va faire des gens comme Bill Gates ou plus près au Québec, André puis Lucie Chagnon avec leur fondation. Et l'idée dans tout ça, c'est que c'est vraiment des individus qualifiés, compétents, influents, qui sont capables de mieux régler les problèmes, puis au moins de trouver plus facilement et plus efficacement des solutions parce que ils ont premièrement beaucoup de ressources, autant en capital financier, mais aussi en capital social. Ils ont énormément d'influence, mais aussi ils n'ont aucun compte à rendre envers des électeurs comme devraient le faire des politiciens ou aucune compte à rendre envers des clients comme devrait le faire une entreprise, par exemple. Donc, ça leur donne une marge de manœuvre qui leur permet de voir à plus long terme que le marché, que l'État, puis qui leur permet de prendre des risques qu'on n'est pas nécessairement capable de prendre en tant que chef d'entreprise ou en tant que politique. Et là, tu parlais de justement la Fondation Chagnon. Et aussi, c'est pas si clair pour moi, c'est quoi une fondation? Est-ce que tu pourrais peut-être nous définir un peu c'est quoi une fondation? Parce que c'est un organisme important qui permet de transférer l'argent des particuliers vers le fait de créer du bien dans le monde. Et donc, cette espèce de voie de communication-là, est-ce que tu pourrais nous définir un peu c'est quoi une fondation? Oui, ben une fondation, en fait, c'est une forme institutionnelle, légale, d'organisme qui, à la fois, finance d'autres organismes. C'est vraiment l'idée. La majorité des fondations, en fait, ils financent d'autres projets philanthropiques, mais parfois, puis c'est peut-être dans seulement 10% des cas, financent directement leur propre projet. Mais c'est vraiment une institution qui permet aux individus de stocker de l'argent dans le but de mener une panoplie différente d'activités philanthropiques. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de différentes formes de fondations. Donc, la grosse distinction à faire, je pense, c'est entre une fondation publique et une fondation privée. Les fondations privées, c'est vraiment des fondations souvent qui appartiennent à des petites familles où est-ce que les personnes qui siègent au conseil d'administration ont tous des liens en commun, alors qu'une fondation publique, il y en a quelques-unes au Québec, Centraide en est un exemple, ne peuvent pas avoir plus que 50% des gens qui siègent au conseil d'administration qui ont des liens interpersonnels entre eux, des liens de proximité. Donc, d'après ce que tu nous as permis de comprendre grâce à ton tour d'horizon là, du philanthrocapitalisme, puis des institutions par lesquelles il se réalise, ce phénomène-là, c'est le fait que des personnes qui ont beaucoup d'argent choisissent de consacrer des quantités d'argent très importantes pour régler des problèmes humanitaires urgents. Donc, on pourrait, à partir de cette définition-là, avoir du mal à comprendre pourquoi il y aurait des problèmes éthiques avec les fondations, dans le fond. Pourquoi est-ce que c'est pas juste une bonne chose, le philanthrocapitalisme? Est-ce que tu pourrais... Est-ce qu'il y a des problèmes à voir derrière ça? Est-ce que tu pourrais nous en donner un rapide tour d'horizon? Puis ensuite, s'il y en a plusieurs, on les creusera au fur et à mesure. Oui, ben effectivement, en fait, ça pose une quantité super importante de problèmes. Mais premièrement, c'est qu'un don, c'est une forme de pouvoir. C'est pas simplement désintéressé, c'est pas... Puis même quand c'est désintéressé ou ça veut être désintéressé,
ça reste une forme de pouvoir. Les actions, les activités philanthropiques ont des impacts concrets sur le monde commun, même si le donateur n'a pas nécessairement de mauvaises intentions. Donc, parfois, justement, puis souvent, beaucoup de gens ne voient pas ça comme un problème, en fait, mais comme une bonne chose. La philanthropie, c'est quelque chose qui est perçu comme une forme de décentralisation du pouvoir, une forme de décentralisation des services sociaux et et du bien commun, si on veut, de la poursuite du bien commun, qui met tous ces petits projets-là dans les mains d'acteurs pluriels, différents, au sein de la société civile. C'est même peut-être pour certains une forme de contre-pouvoir à l'État, qui permet de vivre dans une société qui est plus pluraliste, plus diversité, et où le citoyen et la citoyenne sont les deux invités directement à investir dans les projets sociaux et publics qui leur tiennent à cœur. Par exemple, en Nord. Mais la grosse critique qu'on peut faire, puis surtout envers le philanthrocapitalisme précisément, c'est que ça crée un problème démocratique. Pour certains, puis moi j'en fais partie, je crois que c'est une capture du bien public par des individus qui sont déjà surreprésentés dans les assemblées politiques, mais aussi sur le marché. Par exemple, prenons l'exemple de Bill Gates. Même s'il veut bien faire, par exemple, dans ses réformes environnementales ou ses réformes en santé, en éducation, il évite une procédure démocratique de prise de décision. Mais pourtant, toutes ces actions concrètes qu'il fait à tous les jours avec ses activités philanthropiques, avec ses dons, ont un impact sur la vie de plein d'individus. C'est comme si le bien commun, au lieu d'être réglé entre commun, commence à devenir est capturé par des acteurs privés sans que les individus, les citoyens et citoyennes puissent avoir aucun mot à dire parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas de reddition de compte. Donc, c'est pas comme un politicien qui peut faire sortir en allant voter, ou c'est pas une entreprise qui peuvent arrêter d'encourager avec leur argent. Ils sont pris avec la fondation. En fait, c'est un peu l'opposé du communisme où on disait tout est accaparé par l'État, donc les biens, le type de service qu'on va offrir, comment on va gérer les entreprises. Là, on dit non, on veut pas le communisme, on veut du capitalisme. OK, on fait cool, on va pouvoir partir des entreprises au niveau personnel, mais là, on dirait que ce marché-là est en train de s'accaparer des parties du pouvoir politique, dont le fait de rendre des services à la population, aux populations qui sont les plus défavorisées. Et là, on se dit où est-ce que ça peut nous mener à une espèce de totalitarisme capitaliste, ou même la philanthropie qui semble être un peu, d'une certaine façon, l'opposé du capitalisme. Il y a une espèce d'oxymoron dans philanthrocapitalisme. Le philanthro, c'est prendre de son argent et le donner à autrui. Puis le capitalisme, c'est prendre le travail d'autrui puis faire des profits pour soi. Donc, il y a quelque chose d'un peu problématique, j'imagine, dans ce sens-là, au capitalisme qui avait pris, au niveau économique, tout le pouvoir. Mais là, on s'en va gruger à d'autres endroits que c'était le gouvernement qui avait et les États. Et donc, on s'en va vers une forme de centralisation des pouvoirs dans une espèce de forme d'oligarchie plutôt qu'une forme démocratique. Absolument, absolument. C'est comme ça que je le vois, ou du moins en partie, on s'en va vers là. Je pense pas que j'irais jusqu'à dire que c'est ça exactement. Puis je pense que la majorité des philanthropes, des grands philanthropes, même Bill Gates par exemple, admettent tout de même que ils peuvent rien faire sans l'État, puis ils se voient pour l'instant plus comme des compléments que comme des grands héros qui vont remplacer l'État demain matin. Mais un autre problème, en fait, justement, on parle de capitalisme en ce moment, pour beaucoup, juste le philanthrocapitaliste est perçu comme une forme de légitimation du système en place. C'est un moyen de montrer, si on veut, que l'ordre social inégalitaire est bénéfique à tout le monde, que ça projette un discours voulant que les plus riches sont plus capables que l'État pour régler les différents problèmes de la Terre. Le philanthrocapitalisme pourrait être aussi, si je te comprends bien, perçu comme un problème parce qu'il légitime aussi la façon dont les ultra-riches ont obtenu leur pouvoir, ce qui, dans plusieurs cas, on le sait, peut être sujet à questionnement. Je connais pas du tout les activités philanthropiques d'Amazon, par exemple, mais imaginons qu'Amazon donne un chèque de plusieurs milliards pour financer, disons, une école alternative. Ben là, on a un double problème. On a le fait qu'il y a une compagnie privée
qui décident d'un système scolaire en parallèle de l'État, sur lequel les citoyens ont rien à dire, alors qu'ils vont vivre avec les conséquences de ça aussi. Puis il y a aussi un autre problème, c'est que les produits qui sont vendus sur Amazon sont pas nécessairement tous fabriqués dans des bonnes conditions, puis les employés qui travaillent dans Amazon travaillent dans des conditions de travail très difficiles. Donc, d'un point de vue médiatique, on voit une compagnie qui a l'air de faire une bonne action, donc le public se dit « Wow, cette compagnie-là est parfaitement morale », même si, dans le fond, on devrait avoir un peu plus de tendance à critiquer ces grandes puissances économiques, dans le fond. Puis la philanthropie, comme un peu joue avec la perception du public, puis nous fait oublier certains problèmes. C'est un peu là où tu t'en allais. Exactement. Puis je pense que le cas d'Amazon est vraiment un bon exemple parce que en plus de légitimer Jeff Bezos, par exemple, en plus de légitimer ses activités d'Amazon auprès du public, il l'a fait aussi auprès de ses employés. Il y a, je crois, 2 ans, faudrait que je revérifie, mais il y avait énormément d'employés d'entreprises chez Amazon qui étaient en grève pour lui demander de poser des actions pour le climat. Puis suite à ça, Jeff Bezos a créé sa fondation pour l'environnement, dont j'ai oublié le nom. Il a fait un transfert de 10 milliards de dollars où il a promis de transférer dans les prochaines années jusqu'à 10 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment un moyen, non seulement de racheter des torts passés, mais d'aller chercher une acceptabilité publique ou même interne au sein des entreprises. Ça les rend plus attrayantes pour trouver des contrats, pour trouver des employés, trouver du personnel, puis aussi, évidemment, avec leurs clients auprès du public. Puis il me semble aussi dans ce que au travers des exemples qu'on discute, que il peut y avoir aussi un autre problème démocratique, c'est-à-dire que non seulement il y a des acteurs privés qui s'occupent de questions qui devraient être publiques, par exemple, bon c'est ça, on a parlé de l'éducation, mais il y a aussi des acteurs privés qui ont beaucoup plus de pouvoir politique que des citoyennes normaux, alors que dans une démocratie, on devrait avoir une certaine forme d'égalité. L'exemple que j'ai en tête, c'est quand il y a un mois de ça à peu près, là, Elon Musk, l'OMS, c'est l'OMS, en tout cas, où l'ONU a interpellé Elon Musk sur Twitter pour lui demander 10 ou 6 milliards pour régler la faim dans le monde. Puis il a décidé qu'il l'accorderait en demandant des comptes à l'ONU ou à l'OMS. Donc, on a des espèces de grands regroupements de plusieurs gouvernements, donc de plusieurs démocraties, qui décident, après un échange sur les réseaux sociaux absolument informel, de se plier aux bonnes volontés d'une personne ultra riche. Il me semble que d'un point de vue démocratique, c'est un petit peu inquiétant, là. Ah, effectivement, moi je vois ça comme étant très, très problématique. Puis encore plus, ce qui est drôle, c'est que finalement, des gens comme Elon Musk se présentent comme des individus plus efficaces pour régler ces différents problèmes et justement demandent de rendre des comptes. C'est problématique à plein de niveaux parce que on perd des organismes comme l'ONU, mais tous les organismes non lucratifs qui travaillent sur le terrain perdent énormément de temps à justement toujours rendre des comptes, puis c'est eux finalement qui se retrouvent toujours dans l'incertitude de pouvoir se faire retirer leur subvention, leur transfert d'argent qui leur permettent de mener à bien leurs activités. Ça a toujours été un peu ça, puis c'est bien qu'il y ait certains comptes à rendre, puis on s'assure que le travail est bien fait, mais le philanthrope capitaliste a souvent ça comme critique qui est tellement rigoureux, qui a tellement de formules managériales, de gestionnaires, qui demandent tellement de comptes, puis qui fait perdre tellement de ressources qui finalement pourraient être utilisées ailleurs. Parce que en fait, si je comprends bien, justement, les fondations veulent un retour sur investissement parce qu'elles veulent faire de la charité efficace. Puis à cause de ça, en fait, leur investissement enlève de la liberté aux OBNL qu'elles financent, alors qu'elles devraient leur en donner plus si c'était... Exactement. Juste même remplir les formulaires de reddition de comptes. Des fois, c'est engager des employés qui font juste ça toute la journée, alors que ça pourrait être des employés qui travaillent ailleurs sur le terrain. Mm-hmm. Puis dans le fond, il y a aussi quelque chose d'un peu absurde dans le fait qu'il est peut-être pas possible de mettre fin à la faim dans le monde en étant efficace, tu sais. Peut-être qu'il y a certains problèmes qui
c'est ça, on pourra pas toujours maximiser l'utilisation de l'argent quand on cherche à régler des problèmes humanitaires. Effectivement, puis des fois aussi, ça pose la question de savoir est-ce que ce qu'on essaie de faire en philanthropie peut nécessairement être bien quantifié. Est-ce que des fois oui, mais des fois en éducation, c'est plus difficile. Des fois en santé, c'est plus difficile que simplement qu'une simple entreprise qui veut générer des profits. Même des fois, en fait, ça déconnecte complètement le travail de terrain puis le financement qui sont rendus où le donateur est complètement déconnecté et a une incompréhension totale des projets qu'il finance. Mm-hmm. Finalement, elle se retrouve à être celui qui appose des règles aux individus qui, eux, sont sur le terrain et connaissent bien la situation. Donc, c'est bien je comprends, évidemment, c'est un donateur veut, avec son argent, s'assurer que l'argent va au bon endroit et sert à quelque chose. Mais se retrouver dans une situation où est-ce que une quantité très importante d'argent est donnée par des philanthropes capitalistes à travers le monde, ça pose peut-être un problème parce que c'est peut-être pas finalement ces gens-là qui sont les plus compétents. Ils sont peut-être compétents pour gérer des entreprises, ils sont peut-être compétents pour créer des profits, mais des fois, leur donner un trop gros bout de bâton dans les décisions, surtout dans une optique humanitaire, peut poser des problèmes finalement d'efficacité, puis retourner ça contre eux. Oui, en fait, j'avais peut-être un commentaire là, que je voudrais ajouter là, pour donner un exemple supplémentaire là, des problèmes qu'il peut y avoir entre ce que fait le gouvernement et ce que fait les entreprises, les personnes ou les entreprises qui font du philanthrocapitalisme. Il y a eu un exemple là, à McGill, qui est mon université, donc je vais parler dans le dos de mon université, où il y a eu une ancienne personne de McGill qui a donné 150 millions à McGill, il me semble que c'est 150 millions, pour pouvoir offrir des meilleurs services aux étudiants, blablabla. Mais là, ce qu'on sait, c'est que ces 150 millions-là, en fait, c'est 150 millions qui ne seront pas payés en impôts, parce que souvent, c'est déductible d'impôts. Et si ça avait été payé en impôts, ces 150 millions-là, il y a une grosse partie qui va à l'éducation, entre autres, et là, intéressons-nous seulement à l'éducation pour le bien de mon argument. Disons qu'il y a 20% qui va à l'éducation. En fait, McGill, qui est déjà l'université la mieux financée au Québec, se retrouve à avoir encore une plus grosse part du gâteau, puisque ce qui aurait été en taxe, le 20% qui aurait été utilisé pour financer les universités, ne retourneront pas à ces universités-là, qui vont se retrouver, probablement avec plus de difficultés économiques, donc plus de difficultés à être bien classées, donc avoir moins d'argent qui va pouvoir être produit. Et donc, finalement, plus que tu es riche, plus tu vas avoir des gens qui vont réinvestir dans ton université, donc tu vas avoir de plus en plus d'argent. Il y a une espèce d'inégalité au niveau du financement des universités qui peut être créée justement par cette tension-là entre on ne paye pas de taxes puisqu'on donne de façon philanthropique. Effectivement, ça, c'est un autre des gros problèmes. Puis McGill est vraiment un bon exemple parce que je crois que McGill, à elle seule, reçoit juste 40% de tous les dons qui sont faits à des universités, tous les dons philanthropiques faits à des universités. Donc, c'est quand même énorme. Au Québec ou au Canada, excuse-moi? Au Québec. Okay. Oui, nous, les Franco, on donne pas à nos universités, c'est juste les francophones. Mais justement, c'est intéressant, je fais une parenthèse, mais en général, dans le monde francophone puis dans le monde anglais, on a une approche complètement différente à la philanthropie. Puis même à travers le Canada, en général, les Québécois donnent moins que le reste des Canadiens. Puis la France, par exemple, la France, de moins en moins, mais par exemple, la France et les États-Unis sont souvent présentés comme deux figures opposées d'attitude par rapport à la philanthropie, où est-ce qu'en France, on est super réticent, alors qu'aux États-Unis, elle est accueillie à bras ouverts. Ça tend, justement, puis c'est ça qui est peut-être inquiétant, c'est que ça tend à être de moins en moins vrai, autant au Québec qu'en France. On tend de plus en plus indulgent envers la philanthropie, mais en fait, il y a deux raisons pour lesquelles le monde francophone, ou des sociétés comme le Québec puis le français sont souvent reconnus comme des places plus réticentes et des gens qui donnent moins. La première, c'est qu'on est des sociétés plus laïques, moins religieuses. Donc, souvent, la grande quantité, il y a une quantité, en tout cas du moins, très, très importante de dons qui sont faits
à des institutions religieuses qui sont constamment encouragées en fait par des institutions religieuses, mais aussi parce qu'on a probablement les filets sociaux les plus importants à travers le monde, dans les filets sociaux les plus importants à travers le monde. C'est ça qui est intéressant parce que plus souvent on voit que la philanthropie adopte à travers l'histoire, ou du moins l'histoire récente, adopte tout le temps une attitude différente, puis prend une forme différente selon l'État qui est en place. Donc, si on a un État plus important, un État-providence, souvent la philanthropie devient plus petite. Puis quand l'État devient moins important, la philanthropie tend à prendre de l'ampleur. Et si on veut revenir à la question fiscale, c'est vraiment une question super intéressante, en fait, parce qu'il est difficile de penser la philanthropie du moins depuis une centaine d'années sans les déductions fiscales, parce que faut quand même le rappeler, les déductions fiscales, c'est pas quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est arrivé avec des fondations comme Ford il y a à peu près une centaine d'années aux États-Unis puis au Canada, avec les fondations Ford, Rockefeller. Mais avant ça, dans l'histoire de l'humanité, ça n'existait pas. Presque toutes les démocraties à travers le monde proposent une ou plusieurs mesures fiscales pour justement encourager les dons de bienfaisance, pour encourager la philanthropie en général. Puis ça prend vraiment des formes différentes. Donc, on peut voir des crédits d'impôt, des déductions d'impôts directement pour les dons, mais aussi des exonérations qui sont offertes aux fondations qui, par exemple, ne payent pas d'impôts sur les revenus qui sont générés par leurs investissements. Ou du moins, on paye très peu. Je crois qu'au Canada, c'est presque rien, puis aux États-Unis, c'est 5 ou 10%. En tout cas, ça change à peu près tout le temps, puis selon la forme de fondation dont on parle, mais à peu près partout dans le monde, on offre des incitatifs fiscaux pour encourager les dons. Mm-hmm. Puis pour beaucoup, c'est vraiment une bonne chose parce que justement, ça permet d'encourager plus de dons, puis c'est quelque chose qui légitimise, qui donne une force morale à la philanthropie, puis qui incite les gens à donner plus. Mais ce qui est problématique, puis comme tu l'as dit, c'est que finalement, il y a une perte de dons, il y a une perte d'argent public qui est faite aussi par là. Quand il y a justement un don de comme 150 millions, tu l'as dit tantôt, Kevin, quand on parle de 150 millions qui est reçu par l'État pour permettre à un individu de faire un don à une université, ben c'est de l'argent qu'on a pas pour financer nous-mêmes notre système d'éducation. Évidemment, il n'y a pas tout le 150 millions qui n'est pas reçu par l'État, c'est juste un pourcentage de ça, mais c'est quand même peut-être c'est près de la moitié. Donc, sur 150 millions, il y a 75 millions de dollars qu'on reçoit pas de nous pour faire ce qu'on veut démocratiquement avec l'argent. Est-ce qu'il y a un risque que donc les fondations servent à de l'évasion fiscale? Oui, absolument. En fait, c'est un vrai problème. Moi, au Canada, plus aux États-Unis, on se rend compte que c'est peut-être moins une critique qui peut être apposée aux philanthro-capitalistes au sens où c'est les grandes fondations comme celle de Bill Gates, Rockefeller, Ford sont énormément surveillées par le gouvernement. Donc, généralement, il y a moins de fuite d'argent qui passe par là, mais aux États-Unis, quand même au Canada, les plus petites fondations, les fondations familiales, il y en a tellement et exercer un contrôle puis une surveillance efficace sur celle-ci est presque impossible. Donc, il y a énormément d'argent qui est perdu à chaque année, qui devrait aller dans les coffres de l'État puis qui finalement est caché dans différentes fondations. Puis il y a des exemples de personnalités très connues comme Donald Trump, par exemple, qui a payé avec l'argent de sa fondation les avocats qui ont servi à remplir les papiers pour son divorce. Donc, je crois qu'on est loin de pouvoir parler de bien commun ici. De philanthropie de soi-même à soi-même, là. C'est ça, finalement, c'est que même des fois, quand les dons sont bien faits, ils permettent aussi de s'acheter des choses qui finalement s'achètent pas. On peut passer par belle cause ou ce genre d'activités, programmes-là qui permettent finalement à se payer une publicité qui a une force morale, qui donne une image morale qui est pas achetable avec aucune autre forme de publicité. Et ça permet aussi des fois d'avoir des avantages comme, par exemple, donner de l'argent à une équipe sportive permet
des fois d'avoir des billets qui sont finalement impossibles à acheter. Donner de l'argent à McGill peut permettre de faire rentrer ses enfants qui auraient peut-être pas eu les notes pour rentrer dans le programme quand même. Donc, même si ces choses-là sont jamais avouées, si on regarde plus profondément, on réalise que c'est des choses qui arrivent assez souvent. Puis finalement, ce qui est grave, ce qui est déplorable, c'est qu'il y a énormément d'argent public qui devrait servir à ça, qui sert à financer ça. Je tiens excuse-moi. Je tiens à spécifier que j'ai eu les notes pour pouvoir rentrer à McGill. C'est pas comme ça que j'ai réussi à rentrer. Félicitations, c'est pas toi le donateur de 150 millions de dollars, donc. Non, j'essayais pas de me cacher derrière ça. Il y a peut-être un petit dernier truc que les gens parlent beaucoup là, par rapport à l'évasion, à la déduction fiscale, en fait. C'est le fait qu'il y a des inégalités dans les déductions fiscales quand tu donnes un gros montant, un petit montant. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu pour clarifier un peu cette situation-là? Exactement. En fait, c'est ça le pire. C'est long de rentrer dans tous les détails précis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les déductions fiscales, les crédits d'impôt sont inégalitaires. C'est un peu moins vrai au Canada, mais il reste tout de même que la tranche d'impôt, la tranche de revenus la plus haute reçoit un crédit d'impôt qui est plus important que celle de toutes les autres. Puis les petits dons, donc les dons de 200 $ et moins, reçoivent un crédit d'impôt moins important que les dons de 200 $ et plus. Donc, on se retrouve finalement à favoriser, l'État se retrouve à subventionner plus généreusement les préférences en ce qui concerne l'intérêt général et le bien commun des plus fortunés, qui, eux, sont déjà finalement surreprésentés souvent dans les assemblées politiques, surreprésentés dans les médias, surreprésentés sur le marché. Mais on fait quand même, c'est moins problématique aux États-Unis où est-ce que au lieu d'avoir un crédit d'impôt, on rentre dans des technicalités qui seraient peut-être un peu longues à expliquer ici, mais qui ont une forme de déduction qui est très, très, très inégalitaire, puis qui favorise énormément les plus riches. Donc, un individu qui gagne plus de 400 000 par année va recevoir 40% de déduction fiscale, alors qu'un individu qui ne paye pas d'impôt va recevoir 0. Pourtant, si ces deux individus-là font un don d'un même montant, la même journée, au même organisme, finalement, l'État se retrouve à ne pas subventionner également les deux. Il y en a une qui le sera aucunement, puis l'autre jusqu'à 40%. Je sais pas si c'est clair. Oui, tout à fait. Donc, puis ça nous amène à une situation absurde où, dans le fond, l'État qui fonctionne avec l'argent de la collectivité paye les riches presque pour qu'ils donnent une partie de leur argent à une organisation, une fondation sur laquelle, qui investit leur argent dans une cause sur laquelle personne d'autre qu'eux-mêmes n'ont aucun contrôle. Comme si, en fait, l'État laissait les plus riches choisir dans quoi allait leur impôt, tandis que les personnes normales, lambda, les citoyens, citoyennes lambda, ont pas du tout ce pouvoir-là, puis reçoivent moins d'argent de l'État ou moins de déduction d'impôts, même s'ils ont des revenus moindres, puis que leur don de 200 $ est plus gros sur leur budget que quand on est multimillionnaire ou multimilliardaire. Exactement. C'est ça, on peut vraiment presque parler d'un impôt qui devient volontaire, finalement. Mais pour beaucoup de gens, surtout aux États-Unis, c'est quelque chose qui, en fait, va de soi dans leur tête, puisque l'individu ne garde pas cet argent-là pour lui. Ben, c'est comme, ça peut pas être considéré comme une forme de consommation personnelle. Ça devrait pas être rentré dans le revenu de l'individu. Puis c'est souvent ça l'idée, c'est juste la manière appropriée de traiter le donateur. On peut voir qui est finalement un peu absurde parce qu'il y a plein d'avantages à faire un don philanthropique. C'est une forme de consommation comme une autre, finalement. Il décide de faire de l'argent à un musée, ben, est-ce que l'État devrait avoir à payer pour ça? Je suis pas certain, ou du moins pas plus inégalement qu'à une autre personne.
Puis les dons n'ont pas nécessairement la même portée que l'utilisation des impôts, par exemple. Quand on fait un hôpital, bon, moins au Québec, avec des impôts, normalement, il est accessible à tous les citoyens et citoyennes qui veulent y entrer. Mais si un multimillionnaire décide de faire un don à une université de la Ivy League, ben là, tout de suite, le don va profiter à moins de personnes C'est ça, que un don. Puis justement, Thomas Piketty dans un de ses deux livres, je ne sais plus lequel, mais déplore ça, que finalement, la majorité des dons à travers le monde vont aux universités qui en ont le moins besoin. Mhm. Donc, ce qui devient un peu absurde. Est-ce que, je sais pas si tu as ça dans tes notes ou dans tes données, mais est-ce que tu as un portrait à peu près des grands investissements du philanthrocapitalisme, à peu près dans quelle cause ou vers quelles institutions ça va? Pas le portrait, puis ça change évidemment par fondation, mais c'est énormément en santé, énormément en éducation, de plus en plus en environnement. Je dirais que quand je dis en éducation, c'est énormément en recherche aussi. Donc, ça ressemble vraiment à ça. Au Québec, des fondations comme celle de André Lucie Chagnon, investissent énormément dans- vraiment dans des projets pour faire plus de sport aux jeunes, pour lutter contre l'obésité, lutter contre des problèmes vraiment en santé, mais qui sont vus comme des root problems, des problèmes, des gros problèmes. C'est vraiment énormément, on est loin souvent des petits organismes, on parle vraiment de recherche, d'éducation. Moi, Merci. la dernière fois qu'on a parlé là, pour préparer l'émission, je me souviens que tu avais parlé d'un cas que j'avais trouvé vraiment intéressant, la crise des opioïdes. Est-ce que tu peux Oui, nous en parler un peu puis nous montrer un peu c'est quoi le problème là, derrière ce cas-là particulier qui va montrer pourquoi il pourrait y avoir des problèmes d'intérêt entre la philanthropie et le capitalisme? oui. C'est un cas que relate un auteur, j'espère pas me tromper avec son nom, mais c'est Aman Giri Daradas, qui a écrit un livre en 2018, si je me trompe pas, qui s'appelle Winner Takes All, The LA Charade of Changing the World. C'est pas juste contre le philanthropie-capitalisme, mais c'est en général une critique. C'est un journaliste, en fait, qui est allé à énormément de conférences, puis et, intégrer au monde des riches qui essaient de changer le monde, justement. Puis, il relate cette histoire-là. En fait, la compagnie ou la famille qui serait la cause de la crise des opioïdes aux États-Unis, qui a activement milité, en fait, pour qu'un produit pharmaceutique qui s'appelle l'Oxymone puisse être acheté librement dans les pharmacies sur les tablettes sans ordonnance de médecin, puis qui a permis à énormément de gens d'avoir accès à des opioïdes, ce qui a du moins énormément favorisé la cause. Ça leur a permis de faire énormément d'argent. Puis aujourd'hui, cette famille-là donne une petite fraction du montant qu'ils ont fait avec les revenus créés par cette crise-là pour créer des musées. Je crois qu'ils ont financé le musée à New York, celui à Boston, je suis pas certain. Puis, ça leur a un peu permis d'effacer leur tort, finalement, du moins dans l'opinion publique. On les voit plus comme une famille méchante, on n'en parle plus de ce qu'ils ont fait de pas correct. On parle juste du fait qu'ils, une fois de temps en temps, une fois par année, signent un chèque de 20, 100 millions de dollars sur les milliards qu'ils ont reçus, ce qui est selon moi scandaleux. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis Oui, c'est oui, pas tout à les fait. seuls, hein. C'est pas les seuls. Il y a énormément de cas comme ça qui finalement permet à des gens, quand je dis que ça permet des fois à la philanthropie d'acheter ce qui s'achète pas, mais ça permet d'acheter des torts possibles. Puis, justement, je sais plus lequel des deux, mais un des deux, Roosevelt, a dit une phrase célèbre dont je pourrais pas, je pourrais pas énoncer parfaitement, mais quand Rockefeller a débuté ses premières fondations, c'était énormément, sa première fondation, en fait, ça a été énormément accueilli avec de la réticence à cette époque-là. Puis, Roosevelt avait dit quelque chose du genre en réponse à Rockefeller, aucun montant d'argent, peu importe à quoi qu'il sert, peut un jour permettre d'excuser la manière dont il a été acquis. C'est pas exactement, et c'est en anglais, mais en voulant dire, parce que Rockefeller a créé des monopoles sur le pétrole, a fait
plein de choses qui, du moins, me semblent déplorables et semblent à beaucoup de gens déplorables. Puis, c'est quand même impressionnant de voir qu'à cette époque-là, le président des États-Unis a répondu directement au plus grand philanthrope de l'époque pour lui dire que publiquement, il ne l'excusera pas pour l'argent qu'il décide de donner, d'offrir au bien commun. Ça excuse pas la manière dont il l'a acquis. Ça me fait penser à une histoire, puis en même temps, ça va avoir un lien avec Roman qui avait été très critique de ma présentation sur l'altruisme efficace. Je sais pas si tu t'en souviens, Roman. Il y a 2 ans, il y en est jamais revenu, pour t'excuser. mais je trouve que c'est un exemple très clair où l'altruisme efficace disait tu serais mieux d'aller travailler pour une grande pétrolière que pour Greenpeace si tu veux sauver l'environnement, parce qu'en travaillant pour la grande pétrolière, tu vas pouvoir prendre des décisions qui vont te permettre de pouvoir faire des plus gros changements, parce que si, par exemple, ils investissent 1% de leurs revenus là, pour faire du greenwashing, pour avoir l'air là, d'être très pro-environnement, tu vas pouvoir faire des meilleurs choix, contrairement à Greenpeace où tu as moins de pouvoir. Et de toute façon, si tu ne prends pas l'emploi dans la pétrolière, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre. Fait que l'argent que tu vas pouvoir faire en plus avec ce travail-là qui va te permettre de faire beaucoup d'argent, tu ne pourras pas le donner pour sauver l'environnement. Alors que Greenpeace, il y a quelqu'un d'autre d'aussi compétent que toi qui va le faire et qui va peut-être même faire une plus grande différence que ce que tu as fait. Donc, en bout de ligne, si tu veux sauver l'environnement, tu devrais travailler pour une pétrolière. Et là, bon, Romane, évidemment, puis elle a raison aussi d'avoir critiqué ça, qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal là-dedans, mais je trouve que ça exemplifie bien un peu là, l'espèce d'exemple là, que tu donnais par rapport aux opioïdes, où il y a une espèce de tension là, entre la manière de faire l'argent et ce que tu fais avec l'argent ensuite pour faire du bien. Donc, c'est un exemple très, très intéressant et ça me permettait de faire une petite pointe à Roman en passant. Ça me fait penser à Steve Guilbeault au Parti libéral, au ministère de l'Environnement. Mais c'est parce que je trouvais, juste pour revenir, puis préciser un peu, là, c'est ça, Kevin, tu as mentionné l'altruisme efficace. Est-ce que, parce que tout le monde qui nous écoute sera pas nécessairement familier avec ça, si je me souviens bien, c'est un courant particulier de l'utilitarisme qui considère que l'objectif doit être de produire le maximum de bien dans le monde, puis de vraiment être dans un point de vue conséquentialiste, c'est-à-dire de regarder uniquement les conséquences de ton geste. Donc, dans ce point de vue-là, peut-être il pourrait y avoir une porte un point de départ de défense du philanthrocapitalisme en se disant bien, ce qui compte, c'est pas la façon dont l'argent a été acquis, c'est comment on le dépense puis les conséquences de son investissement. Mais d'un point de vue démocratique, puis d'un point de vue peut-être plus déontologique, où on regarde un peu plus là, les principes des actions, bien, c'est problématique que les philanthropes, philanthrocapitalistes décident eux-mêmes leur propre peine, c'est-à-dire de dépenser de l'argent, disons, pour une OBNL écologique alors qu'ils ont détruit l'environnement, alors que la justice ne devrait probablement pas, en fait, on devrait pas décider soi-même de sa propre peine quand on a commis un crime ou un acte moralement répréhensible, dépendamment là, de quel dépendamment de ce qu'on parle, mais je pense que on revient encore au problème du philanthrocapitalisme puis de la démocratie. Là, on ne devrait pas nécessairement laisser un individu, une personne tout seul, décider elle-même comment elle répare des torts qu'elle a pu causer à des milliers, voire des millions de personnes. Bon, je pense que Rockefeller te répondrait que selon lui, il a pas commis de tort. Par contre, je pense pas que c'est des torts avoués, mais oui, effectivement, c'est la même chose en fait pour l'impôt. Si on considère que l'impôt est une dette, on devrait avoir énormément de latitude pour choisir comment rembourser cette dette-là. C'est un peu ça que, c'est notre dette envers l'État. Est-ce que je devrais pouvoir faire n'importe quoi avec? Ou pas n'importe quoi, mais du moins la mettre où je veux. Je sais pas jusqu'à quel point je suis d'accord avec ça. Peut-être un peu, mais pas de manière aussi généreuse que c'est fait actuellement. Peut-être un petit point là, pour compléter le point de Roman. En fait, l'altruisme efficace est un mouvement qui fait partie un peu là, de ce qu'on appelle le philanthrocapitalisme. Donc, c'est peut-être une version peut-être pas aussi extrême que d'autres cas, mais souvent on la rentre dans la catégorie là, des approches philanthrocapitalistes. Donc, le rapprochement là, était très juste.
Et, J'ai quand même écouté ta conférence. et finalement, ben, là, on vient d'être très critique par rapport à la philanthropie et le philanthrocapitalisme en général. Est-ce que tu pourrais nous parler, peut-être, il doit bien avoir certains avantages, peut-être pour terminer l'émission, donc, quels sont les points positifs qu'on pourrait dire que le philanthrocapitalisme nous amène à avoir? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a été très critique, puis je pense que je veux rester tout de même quand même très critique. Mais évidemment, je pense pas qu'il y a juste des mauvais côtés à voir dans tout ça. Et je crois que de un, on peut dire que c'est bien de voir des gens-là, jusqu'à un certain point, se soucier des problèmes de la Terre, puis pas être complètement roi à ces problèmes-là, puis sentir qu'ils ont un rôle à jouer. Et effectivement, je suis pas contre l'idée que Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett et compagnie sont des gens super talentueux, super efficaces, puis qu'ils ont probablement, peut-être, quelque chose à faire, du moins dans le monde dans lequel on vit actuellement, pour améliorer puis trouver des solutions aux problèmes qui peut-être parfois ont eux-mêmes causé, peut-être. Donc, je trouve ça quand même bien que même si ça crée une illusion comme quoi le capitalisme c'est une bonne chose, puis que ça permet de racheter des temps passés, que c'est une forme de pouvoir. Je crois que c'est quand même préférable que des gens décident d'investir, des gens très riches décident d'investir leur argent à trouver des solutions aux problèmes que d'essayer ou de s'acheter une nouvelle voiture, un nouvel hélicoptère. Donc, je crois qu'à ce point-là, c'est une bonne chose. Puis comme je le dis, je crois évidemment que c'est des gens super, super efficaces qui peuvent aussi, avec leur influence, mettre des problèmes sur la carte, nous faire réaliser des problèmes avec leur voix, avec leurs paroles, puis nous unir autour de ces problèmes-là. Donc, finalement, se retrouver avec un problème très peu connu, puis mettre une personnalité publique qui décide de partir d'une fondation pour éradiquer ce problème-là, ça concentre le monde entier. Par exemple, comme peut le faire Leonardo DiCaprio avec la forêt amazonienne. Puis je pense vraiment pas que les individus comme ça sont les grands sauveurs qui vont nous sortir, mais je crois qu'il peut avoir un impact tout de même positif. Puis faire prendre conscience aux masses avec leur influence, puis leur proximité avec leur public de plusieurs problèmes. Ceci étant dit, ça reste tout de même une pente puissante qui peut vite tourner au vinaigre. Puis surtout dans un contexte où est-ce que les philanthropes capitalistes ont très peu de comptes à rendre. C'est intéressant peut-être hein, des partenariats très stricts avec l'État où est-ce que l'État définit lui-même les objectifs, les méthodes à adopter, pas simplement de déconnecter entre les philanthropes capitalistes, entre ces hommes et femmes d'affaires très riches, qui permet justement de garder un certain contrôle, puis pas s'assurer qu'ils font pas n'importe quoi avec l'argent, puis que les électeurs, que les citoyens, les citoyennes ont leur mot à dire. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer aussi que, parce qu'on a énormément critiqué leur grande liberté, le fait qu'il n'y avait pas de compte à rendre, puis tu t'as mentionné que s'il devait avoir des partenariats avec l'État, ils devraient être très, très là, encadrés, mais est-ce qu'on pourrait s'imaginer que cette liberté-là soit un avantage? Parce que, par exemple, quand un gouvernement fait son budget, ben il y a toujours une vision à court terme, veut pas, il y a une vision d'ici la prochaine élection qu'il ne veut pas perdre en tant que parti politique. Puis ça peut peut-être influencer les décisions d'une façon encore une fois, malheureusement, moins intéressée par le bien commun qu'on le voudrait. Une personne qui est multimilliardaire puis qui n'a pas du tout de compte à rendre à un public qui doit l'élire régulièrement peut peut-être avoir une vision différente des choses. Effectivement, comme je crois on en a parlé très rapidement tantôt, mais justement, le fait d'avoir aucun compte à rendre, ça leur permet de prendre des risques et d'avoir une vision à long terme. Donc, certains problèmes, comme je crois que tu viens de le dire, l'environnement, sont des problèmes qui nécessitent souvent des investissements à long terme. Donc, peut-être que leur rôle, justement, au philanthro-capitaliste pourrait se trouver là-dedans, dans les problèmes à long terme,
dans les problèmes qui prennent 10, 20, 30, 40, 50 ans, comme justement l'environnement, la fin du monde, et des choses qu'on peut pas nécessairement régler, ou pas, peut-être pas réalistiquement régler demain matin. Mais je crois qu'il faut quand même relativiser ça jusqu'à un certain point parce que leur efficacité elle-même, les buts qu'on recherche à la fin de tout ça doivent quand même euh, être, être soumis jusqu'à un certain point à un petit contrôle démocratique. Si on est super efficace à régler un problème, même sur le long terme, mais on le fait pas de la bonne manière, on le fait pas euh, où les conséquences, finalement, sont pas appréciées par la majorité des gens, mais ça pose problème. J'ai envie de dire oui, laissons Bill Gates sauver l'environnement, laissons Bezos sauver l'environnement à travers le temps, mais est-ce que leur manière de sauver leur environnement euh, est la bonne? Eux vont nous dire que oui, mais est-ce qu'on est d'accord avec ça? On peut Est-ce pas le que c'est prendre pour réellement acquis. une solution? Mhm, Je- Jusqu'à un certain point peut-être, mais ça a une limite. mhm. Pour moi. Il y a aussi un autre avantage que tu as mentionné pour continuer là, de t'amener des contre-arguments, Parfait. une petite défense du philanthrocapitalisme. C'est quelque chose que tu as mentionné là, au tout début de la discussion, là, c'est que justement, quand on donne à une cause, c'est une façon de s'exprimer politiquement, c'est de dire on est d'accord avec cette cause-là, que on devrait aider tel type de personnes. Puis de cette façon-là, tu as mentionné que ça pouvait être une façon de créer une forme de pluralisme dans une démocratie, peut-être même d'un contre-pouvoir. Est-ce que la philanthropie a déjà été utilisée pour répondre, par exemple, à des gouvernements injustes? Est-ce que ça pourrait être une façon de justifier le philanthrocapitalisme? Ben, la philanthropie, oui, elle a déjà été super impliquée dans plusieurs belles causes à travers le monde. On peut pas parler de philanthropie capitaliste à cette époque-là, mais par exemple, dans les luttes pour les droits sociaux aux États-Unis, les fondations ont joué un rôle super important dans le sud des États-Unis. Si je me trompe pas, Pour les les droits premières, civils, pour les excuse-moi. droits civils, excuse-moi, Pas de problème, juste pour que ce soit clair pour tout le monde. bien fait de me corriger. Puis, si je me trompe pas, les premières cliniques d'avortement aux États-Unis étaient subventionnées illégalement ou dans un flou législatif par des fondations. Ça peut vraiment être synonyme de changement social si c'est bien fait, mais je crois que le philanthropie capitaliste, généralement, tend à s'éloigner de ça. Est-ce que ça pourrait un jour être une forme de pouvoir? Peut-être, mais en ce moment, ça s'inscrit tellement dans le système économique, politique actuel qu'on peut difficilement voir ça comme une forme de contre-pouvoir, au sens où est-ce que c'est, comme je l'ai dit, c'est des gens qui sont surreprésentés dans les assemblées et sur le marché, qui sont finalement les plus favorisés socialement, politiquement, qui se retrouvent à être encore favorisés par les voies philanthropiques. Ça n'a pas besoin d'être ainsi, c'est pas nécessairement, ça n'a pas toujours été ainsi dans l'histoire. Puis évidemment, des fois, ça permet à des petites communautés de s'empower eux-mêmes en finançant leur propre projet, leur propre vision. Mais plus souvent qu'autrement, finalement, on se retrouve, je crois, avec un phénomène comme le philanthrocapitaliste, à faire l'inverse, puis à s'éloigner d'une société pluraliste sens où on favorise ceux qui ont déjà la plus grosse voix au chapitre. Mhm. Je voudrais peut-être faire un espèce de petit récapitulatif historique, là, voir si je me trompe pas. J'ai l'impression que la plupart de ce qu'on appellerait là, s'attarder au bien commun, avant c'était le monopole de la religion, du moins au Québec, mais j'imagine que c'est un peu comme ça là, dans plusieurs endroits dans le monde. Mais le problème avec ça, c'est on a une idéologie très particulière. Bon, par exemple, on parlait d'avortement. Il n'y aura pas de clinique d'avortement qui aurait été sous l'égide de la religion catholique. Ça aurait été très, très progressiste de leur part. Ensuite, on a voulu comme redonner justement ces services-là donnés à la population au bien commun. On s'est dit que ça devrait être le gouvernement qui s'en occupe. On vote démocratiquement pour le gouvernement, donc on a notre mot à dire pour le genre de service qu'on souhaite qu'il soit offert à la population. Et donc là, on a quelque chose d'un peu moins idéologique, même si on s'en sort jamais, mais
moins idéologique que quand c'est la religion qui s'en occupe. Et là, on a le gouvernement. Mais le gouvernement, bon, c'est lourd, ça a les intérêts à court terme. Il y a plusieurs... il y a un manque d'efficacité qui est souvent décrié, là, surtout par les gens de droite des gouvernements, que le gouvernement est quelque chose d'inefficace, les entreprises sont beaucoup plus efficaces. Et là, on se dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas du côté des entreprises, donc avoir une espèce de modèle managérial qui ressemble à celui des entreprises et de ce qui se passe dans le capitalisme, qui est tellement efficace pour pouvoir produire beaucoup. Et là, si on se dit, ben, on pourrait produire beaucoup de biens, et donc là, on se retourne vers un modèle managérial qui ressemble plutôt au capitalisme qu'à ce que l'État fait, par exemple, qui est très démocratique. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un problème démocratique. Donc, comment est-ce que tu verrais comme la progression logique vers peut-être une quatrième ou une quatrième vague, par exemple, de soins qui sont donnés par, ou pas de soins, mais plutôt de gestion des soins qui seraient faits, ou peut-être une modification du philanthrocapitalisme qui le rendrait peut-être un peu plus... qui prendrait en fait des forces, j'imagine, du modèle étatique. C'est une très bonne question. Je crois que j'ai pas une solution clé en main, mais j'ai plein de petites mesures que je trouverais intéressantes. Premièrement, au niveau de la déduction fiscale, mettre plus de règles, des règles plus serrées, puis peut-être même s'assurer ou penser un système finalement qui offrirait la déduction une fois le service Rendu. desservi. Et comme ça, on s'assure déjà, en fait, c'est une double reddition de compte. On applique finalement un peu ce que le philanthrope capitaliste fait lui-même. On rentre dans sa logique, mais on lui dit, OK, on va t'offrir une subvention on va te donner des crédits d'impôt pour tes investissements dans le bien commun, mais on va s'assurer que ce soit bien fait. Puis, on va juste les offrir une fois le service dûment ou bien desservi. Parce que moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Deuxièmement, on pourrait par exemple obliger de faire siéger des élus ou des citoyens des communautés directement impliqués par le service rendu dans les CA des grandes fondations, par exemple. C'est là que je trouverais intéressant. Ça permettrait au moins un certain discours ou une certaine relation, moins peut-être unilatérale que ce qu'on peut voir en ce moment entre les récipiendaires des dons puis les donateurs. On pourrait exiger plus de transparence parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment abordé, mais on l'a dit un peu, ils n'ont pas grand compte à rendre, les fondations. Ils sont actuellement, sont très peu transparentes. On sait très peu de choses sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on pourrait obliger les fondations à vraiment ouvrir leur compte aux journalistes, ouvrir leur dossier, puis laisser la population pouvoir les consulter pour voir ce qui est fait. Par exemple, en publiant un plan d'action annuel, publiant leur budget ou un bilan sur ce qu'ils ont fait dans la dernière année pour que mais ça, tout le souvent, ils monde le puisse y font, avoir tu sais, accès. mais de manière... je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pas, mais les plus actifs le font, mais même pouvoir... Parce que c'est des institutions privées, mais comme on l'a dit au début, qui ont un objectif public. Donc, en ce sens-là, je crois qu'il serait important qu'il y ait quand même énormément de transparence sur qu'est-ce que sont leurs activités, qu'est-ce qu'ils font exactement. Que ce ne soit pas laissé à leur bon vouloir. Ouais, peut-être aller même plus loin. C'est pas aussi intense, mais comme on peut le voir avec les partis politiques, par exemple. En général, il y a énormément d'enquêtes qui sont faites sur leurs activités, mais ça devrait être le cas aussi avec les fondations, finalement. Merci beaucoup, Sacha, de nous avoir accompagnés dans ce vaste domaine de la philanthropie, du philanthrocapitalisme, de nous avoir montré là, ces nombreux problèmes pour les États démocratiques, mais aussi là, d'avoir accepté d'explorer plusieurs contre-arguments en sa faveur. J'ai trouvé ça très intéressant que tu nous proposes justement là, quelques réformes qui permettraient de faire fonctionner les fondations un peu mieux avec les États démocratiques. Puis on espère que ça va avoir permis à nos auditeurs et auditrices de réfléchir à ces pouvoirs très importants dans notre vie de tous les jours, en fait, puis dans nos États actuellement.
C'est moi qui vous remercie infiniment de m'avoir invité. Ça m'a fait vraiment plaisir. Félicitations de vous occuper du podcast. Je vois bien que c'est beaucoup de travail. Puis je vous remercie pour votre bénévolat qui pourrait, je crois, être considéré comme une forme de philanthropie à part entière. Donc, sinon, j'invite tout le monde à donner généreusement. Merci beaucoup, Sacha. Merci à vous.